Bonjour à vous voyageurs. Vous êtes-vous déjà senti observé dans une maison vide? Avez-vous déjà eu la sensation qu'un lieu portait quelque chose, une sorte d'empreinte invisible, comme si l'endroit lui-même se souvenait de ce qui s'était passé? Il existe une théorie méconnue, née dans les années 70, qui propose une explication aussi troublante que fascinante. Une hypothèse selon laquelle certains matériaux, comme la pierre ou le bois, pourraient enregistrer des événements émotionnellement intenses et les rejouer comme une vieille cassette. Et si les lieux hantés n'étaient pas visités par des esprits, mais simplement en train de rejouer leur propre mémoire? Aujourd'hui, nous partons découvrir la Stone Tape Theory. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés et qu'on se retrouve tous les mercredis soirs à 21h pour discuter ensemble. Allez, c'est parti! La scène se passe dans un vieux manoir anglais aux murs couverts de moisissures. Une équipe de chercheurs en électronique vient s'y installer pour tester des matériaux censés mémoriser les sons. Mais très vite, dans l'une des pièces, une étrange apparition se manifeste. Une silhouette de femme, pétrifiée dans la peur, semblant surgir d'un passé lointain, puis disparaître. Les appareils s'emballent, les esprits s'échauffent, et peu à peu, les scientifiques découvrent que ce lieu, ou plutôt ces murs, ont enregistré quelque chose. Un drame, une énergie, un souvenir. Cette scène n'est pas réelle, mais elle est à l'origine d'un concept qui continue de fasciner le monde du paranormal. C'est le point de départ du film britannique The Stone Tape, diffusé pour la première fois le soir de Noël 1972 sur la BBC. Son auteur, Nigel Kneale, n'en était pas à son coup d'essai. Déjà célèbre pour Quatermass, série culte mêlant science-fiction et horreur sociale, il excelle ici dans un genre nouveau, le techno-fantastique. Il imagine un monde où la technologie, loin de nous éloigner du mystère, nous mettrait brutalement en face de l'invisible. Là où les anciennes croyances parlaient d'âmes perdues, lui évoquent des enregistrements résiduels. L'idée est qu'en fait, ce que l'on appelle les fantômes ne seraient en fait que le replay d'un événement ancien, capté par les pierres elles-mêmes. Le film fait date et rapidement, la fiction va venir contaminer le réel. Dans les années 70, plusieurs chercheurs en parapsychologie commencent à s'emparer de l'idée. Le plus influent d'entre eux est un ancien archéologue britannique au parcours atypique, Thomas Charles Lethbridge. Il a été en fait rejeté par l'establishment scientifique. Il s'intéresse à la radiesthésie, aux phénomènes psychiques et à ce qu'il appelle les empreintes psychiques laissées dans la matière. Et pour lui, certains lieux seraient comme des bandes magnétiques naturelles, capables d'absorber les émotions humaines les plus intenses et de les rejouer à l'infini. Lethbridge, tout comme d'autres penseurs marginaux de cette époque, voit dans la pierre non pas une matière morte, mais un réceptacle vivant, sensible aux forces invisibles. Ce glissement de la fiction vers la croyance active se produit dans un contexte très particulier, celui d'un monde post-Seconde Guerre mondiale, obsédé par les ondes, les communications, les radars, les signaux faibles, et la mémoire magnétique est alors une idée neuve et fascinante. Les cassettes audio, les enregistreurs à bande, les premiers ordinateurs avec mémoire permanente, tout ça crée un environnement propice à cette théorie. Alors pourquoi la nature ne pourrait-elle pas, elle aussi, avoir son propre système de mémorisation? Et là, la Stone Tape Theory était née. Mais contrairement à d'autres théories du paranormal, elle ne fait pas appel à l'au-delà ni à des esprits volontaires. Elle repose sur l'idée d'une trace, d'un phénomène purement mécanique. L'énergie d'un événement stocké dans un matériau naturel peut être réactivée sous certaines conditions. Et c'est peut-être ça qui rend cette idée si puissante. Elle nous parle d'un monde où la science et le surnaturel pourraient cohabiter sans se contredire. Un monde où la mémoire des lieux serait aussi tangible que celle des hommes. Et avant d'aller plus loin, je voulais m'arrêter sur un point
fondamentale. Parce que ce que vous venez d'entendre peut sembler étrange. On part d'un téléfilm de science-fiction et soudain on va vers des recherches en parapsychologie. On glisse d'un scénario imaginé pour la télévision à une théorie prise très au sérieux par des chercheurs marginaux. Et pourtant, c'est pas si incongru. C'est même une des raisons pour lesquelles, sur cette chaîne, je fais souvent appel à des œuvres de fiction. Pas seulement pour créer une ambiance ou citer des références pop culture, mais parce que parfois la fiction devance la réalité. Ou plutôt, elle touche une zone grise, celle des intuitions collectives, des idées qui flottent dans l'air du temps avant d'être validées, étudiées ou complètement oubliées. Regardez Frankenstein par exemple. Bien avant que la transplantation d'organes ou l'ingénierie génétique ne soit possible, Mary Shelley posait déjà la question de l'humain créé par l'humain. Ou encore 2001, l'Odyssée de l'espace, qui imaginait dès les années 60 une intelligence artificielle capable de dialoguer avec un être humain. Et même Black Mirror, qui est une série et qui pousse à l'extrême nos technologies contemporaines pour mieux nous faire réfléchir à leurs dérives. Et dans le cas de la Stone Tape Theory, on est exactement dans ce territoire-là. Un scénario de fiction qui, sans le vouloir, va mettre des mots sur un phénomène que certaines personnes vivent, ressentent, pressentent, sans savoir l'expliquer. Et c'est cette porosité entre l'imaginaire et le réel, entre l'art et la recherche, qui me semble très précieuse, parce qu'en fait, elle ouvre des portes, elle propose des hypothèses, et surtout, parce qu'elle n'exclut pas l'étrange d'un revers de main, elle cherche au contraire à le regarder en face et à lui donner une forme. Imaginons une pièce, un lieu clos et silencieux. À l'intérieur, un événement se produit. Une dispute violente, une chute, un cri, peut-être même bien plus grave. L'air est dense, saturé d'émotions. Puis tout s'arrête. Les années passent, la pièce reste vide jusqu'au jour où un visiteur entre, sans rien savoir. Et pourtant, il frissonne, il voit une ombre, il entend une voix, quelque chose se rejoue, mais quoi? C'est là qu'intervient la Stone Tape Theory, l'idée que certains matériaux naturels pourraient non seulement enregistrer des événements, mais aussi les rejouer sous certaines conditions, comme une bande magnétique oubliée dans un vieux magnétoscope. Alors quand on parle d'enregistrement, de quels matériaux on parle exactement? Les pierres sont en première ligne, en particulier celles que l'on trouve dans l'architecture ancienne. Donc il y a le granit, le grès, le calcaire, la brique cuite bien sûr, mais certains chercheurs parlent aussi du bois, des métaux ou même de l'eau comme support potentiel. En fait, ça ne serait pas tant la matière brute que sa capacité à retenir une forme d'énergie. Et que retiendrait-elle précisément? Pas des mots, ni des images nettes comme un enregistrement audio ou vidéo, mais l'intensité émotionnelle d'un moment. Peur, douleur, colère, tristesse. En fait, un peu comme une empreinte psychique, une trace énergétique laissée comme un choc dans la matière. Un peu comme si un lieu pouvait être en quelque sorte traumatisé. Et c'est là que cette théorie devient fascinante et très floue, car pour qu'un matériau enregistre, il faut qu'il y ait un mécanisme. Et c'est justement ce qui divise les chercheurs marginaux et les scientifiques plus classiques. Ceux qui cherchent des explications physiques évoquent plusieurs pistes. La structure cristalline de certaines roches qui pourraient stocker de l'information sous forme vibratoire par exemple. L'humidité qui rend les surfaces plus conductrices, comme dans certaines cavernes ou des vieilles maisons humides. Les champs électromagnétiques naturellement présents ou artificiels qui pourraient servir de déclencheurs. Ou encore des effets de résonance acoustique qui feraient vibrer la pierre comme un diapason sous certaines fréquences. Et en fait, pour que cette sorte de replay se produise, il faudrait un événement émotionnellement intense, un support adéquat et une combinaison de conditions physiques réunies accidentellement ou intentionnellement. Mais ici, on est à la frontière du mesurable. Ce que certains appellent science, d'autres y voient déjà dérive. Et pourtant, le champ des analogies reste ouvert. Par exemple, la mémoire de l'eau, popularisée par le chercheur Jacques Benveniste, reposait sur une idée voisine, celle qu'un support naturel pourrait conserver une information énergétique. On sait que c'est une théorie assez controversée, mais ça rentre quand même dans le champ des explications données pour cela. Il y a aussi la théorie des champs morphiques
de Rupert Sheldrake, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, et selon laquelle des formes ou des comportements passés peuvent influencer les suivants, comme s'il existait une sorte de mémoire collective de la nature. On pourrait aussi évoquer des phénomènes reconnus comme la piézoélectricité, cette capacité qu'ont certaines pierres à produire un courant électrique lorsqu'elles sont soumises à une pression. Le lien est ténu, mais il montre que la matière réagit et parfois d'une manière que l'on ne soupçonnait pas. Et puis, il y a la question de la perception. Car ce qui est perçu comme un enregistrement pourrait être une hallucination ou une projection mentale. Certains chercheurs en psychologie environnementale parlent de lieux saturés, qui activent des peurs inconscientes à cause de leur atmosphère, de leur acoustique et même de leur obscurité. Mais la Stone Tape théorie n'exclut pas cette dimension. Au contraire, elle la considère parfois comme une forme d'interaction subtile entre la mémoire du lieu et la sensibilité du visiteur. Et de là, ce serait donc notre présence, notre état émotionnel qui viendrait réactiver cette sorte de bande enregistrée. Ce ne serait pas une projection extérieure, mais une sorte de synchronisation entre le lieu et nous. Et ce point, il est essentiel, car dans la plupart des témoignages associés à la Stone Tape théorie, les apparitions sont muettes, répétitives, figées. Elles ne réagissent pas à l'observateur, comme si elles ne savaient même pas qu'on était là. Des scènes en boucle, des silhouettes sans conscience, des voix qui reviennent toujours au même endroit. Des fantômes peut-être, mais des fantômes vidés de leur âme. Et si, pour comprendre tout cela, il fallait aussi écouter ce que l'imaginaire nous raconte depuis longtemps. Dans certaines œuvres de fiction, dont un jeu de rôle auquel je joue régulièrement et qui s'appelle Les Héritiers, il existe des personnages de pierre, les gargouilles, qui possèdent un pouvoir fascinant. En se posant quelque part, elles ressentent ce que ce lieu a vécu. Elles accèdent à une sorte de mémoire tellurique, parfois douloureuse, parfois fragmentée, mais toujours gravée dans la matière. Et ce pouvoir imaginaire résonne étonnamment avec ce que certaines traditions anciennes murmuraient déjà. Dans la symbolique médiévale, les gargouilles ne sont pas que décoratives. Elles sont les gardiennes silencieuses des cathédrales, perchées en hauteur, faites de pierre bien sûr, mais aux yeux ouverts et figées dans des postures de vigilance. Certaines légendes leur prêtent une conscience, d'autres affirment qu'elles s'éveillent la nuit pour veiller sur les lieux ou qu'elles se souviennent de tout ce qu'elles ont vu au fil des siècles. Et ce lien entre pierre et mémoire traverse aussi d'autres récits. Dans les traditions celtiques, certains dolmens ou menhirs étaient considérés comme des témoins d'anciens serments ou sacrifices. Ils auraient vu des choses et porteraient ces souvenirs. En Asie, certaines pierres de temple sont censées conserver la mémoire d'un maître spirituel ou des prières prononcées en leur présence. Dans le château dans le ciel de Miyazaki, la pierre du collier de Shita réagit à la présence de Laputa, comme si la mémoire ancienne des civilisations perdues était encodée dans la pierre elle-même. Et à vrai dire, l'idée que notre environnement puisse conserver une trace de nos actes ou de nos émotions avait été avancée dès le 19e siècle, alors que certains penseurs cherchent déjà à expliquer les phénomènes surnaturels par des lois physiques naturelles. En 1837, le mathématicien Charles Babbage publie un ouvrage théologique spéculatif intitulé The Ninth Bridgewater Treatise. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai lu sur Wikipédia que Charles Babbage était un polymathe. Alors, c'est un mot que je connaissais pas et qui désigne en fait quelqu'un qui possède un savoir très étendu dans plusieurs disciplines différentes, mathématiques, philosophie, ingénierie, théologie, il touchait à tout. Donc voilà, c'est quand même plus classe je trouve que multipotentiel et je vous laisse tenter de le placer au Scrabble. Mais bref, donc Babbage avance une idée fascinante. Selon lui, les mots prononcés ne disparaissent jamais vraiment, mais laissent des traces permanentes dans l'air, comme des ondulations invisibles. Le monde serait donc traversé de mouvements infimes, vestiges d'événements qui pourraient théoriquement être perçus si on savait comment les lire. Cette hypothèse, bien que poétique et invérifiable à son époque, préfigure étrangement la logique de la Stone Tape théorie, celle d'un monde imprégné par les actes humains, où la matière
et l'espace serait porteur de mémoire comme des archives silencieuses. Alors peut-être que la Stone Tape théorie, si étrange qu'elle puisse paraître, prolonge simplement ce que l'on raconte depuis des siècles, que la pierre n'est pas sourde, qu'elle écoute et que parfois elle répond. Salut Marie-Élise. Je suis retourné dans la maison, tu sais, je t'en avais parlé l'année dernière, et c'est complètement dingue. Rien n'a changé, tout au même endroit, exactement la même température, la même lumière, ça recommence. Il y a la silhouette, au fond du couloir, qui ne bouge pas, qui fait rien, immobile. Et ensuite, ça recommence en boucle. Je sais pas comment dire. Si c'est pas un esprit, c'est quoi? Une mémoire qui tourne en rond, peut-être. C'est hyper bizarre. Certains lieux semblent hantés par un souvenir qui revient sans fin, sans conscience, sans intention, juste une boucle, comme un vieux disque rayé. C'est là qu'intervient l'un des éléments les plus troublants de la Stone Tape théorie, la distinction entre fantôme intelligent et apparition résiduelle. Les premiers interagiraient, bougeraient des objets, communiqueraient, et les seconds non. Ils ne font que rejouer un moment figé dans une boucle dont ils ne s'échappent jamais, comme une scène imprimée dans le décor. Et certains lieux dans le monde semblent propices à ce genre de replay. La Tour de Londres, au Royaume-Uni, est probablement l'un des lieux les plus emblématiques du genre. Des centaines de témoins y affirment avoir vu dans certaines pièces la silhouette de Anne Boleyn, deuxième épouse d'Henri VIII, qui a été décapitée en 1536. Mais ce qui intrigue, c'est que l'apparition est toujours la même. Elle marche lentement, puis s'arrête avant de disparaître. Pas de regard, pas de réaction. Comme si la scène se jouait indépendamment de toute présence humaine. C'est exactement une empreinte figée dans les murs de pierre. Et ici, on retrouve tous les bons ingrédients de la Stone Tape, pierre ancienne, drame intense, lieu clos, atmosphère dense. Mais il y a aussi le château de Leap, en Irlande. Il est situé dans le comté d'Offaly et c'est un château qui est réputé pour abriter l'un des phénomènes paranormaux les plus constants d'Europe. Une pièce en particulier, l'Oubliette, a été le théâtre de tortures, je ne sais pas si on a le droit de dire ce mot sur YouTube, et de morts violentes pendant des siècles. Des visiteurs y rapportent des visions récurrentes, des silhouettes debout, des cris étouffés, des odeurs de sang et de soufre. Ici encore, ce ne sont pas des entités qui cherchent à effrayer, mais des scènes qui semblent se projeter dans l'air à heure fixe et dans les mêmes conditions. Et puis il y a aussi l'Eastern State Penitentiary en Pennsylvanie aux États-Unis. C'est une ancienne prison construite en 1829 et qui a été abandonnée en 1971, et elle est devenue l'un des lieux les plus prisés des chercheurs en phénomènes paranormaux. On y enregistre régulièrement des sons de pas, des gémissements, des chuchotements, sans qu'aucune présence ne soit détectée. Mais surtout, certaines caméras de surveillance captent des silhouettes furtives, toujours dans les mêmes couloirs. Des gardiens affirment avoir vu passer, encore de nos jours, les mêmes scènes, un prisonnier marchant lentement ou une silhouette s'arrêtant près d'une cellule. Et des cas similaires, il y en a partout dans le monde. En France, le château de Vos est réputé pour son fantôme, Lucie, toujours aperçue au même endroit, les bras le long du corps, sans jamais interagir. Au Japon, des trains fantômes sont aperçus sur d'anciens rails abandonnés, toujours à la même heure et toujours dans la même direction. En Italie, l'île de Poveglia serait hantée par les cris des pestiférés, mais là encore, ce sont des sons qui semblent revenir, pas les esprits en eux-mêmes. Alors, des lieux avec des manifestations étranges, c'est le sujet de cette chaîne, mais là, dans ce cas précis, ce qui frappe, c'est la répétition parfaite. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de dialogue, comme si la scène avait été enregistrée une fois pour toutes. Et plus étrange encore, ces scènes semblent parfois insensibles au temps qui passe. C'est-à-dire qu'en fait, des visiteurs décrivent exactement les mêmes phénomènes à 50 ans d'écart. Et dans plusieurs cas, les replays cessent quand on modifie la pièce. Un mur déplacé, un sol rénové, et plus rien. Comme si le support avait été effacé, comme si la bande avait été coupée. Ces lieux deviennent alors des magnétophones émotionnels. Et les humains qui y passent n'en sont alors que des lecteurs involontaires d'un vieux disque rayé. Quand on enquête sur des lieux étranges, et je commence à en avoir visité un certain nombre, on s'aperçoit que les phénomènes ne sont jamais isolés.
Un fantôme ne flotte pas dans le vide, une voix ne surgit pas au hasard. Il y a presque toujours un contexte, une mémoire, un environnement qui semble agir comme une toile de fond, et parfois même comme un amplificateur. Et dans ce sens, la Stone Tape Theory, ça peut devenir une grille de lecture utile, pas forcément pour expliquer tous les phénomènes, mais pour en éclairer certains aspects. Et elle nous invite à nous poser d'autres questions. Qu'est-ce qui s'est joué ici, émotionnellement parlant? Le lieu a-t-il subi un choc, un traumatisme, un événement fort? Quelle matière compose le lieu? Comment réagit-elle à l'humidité, au son, aux vibrations? Et enfin, qu'est-ce qui se trouve autour? Car parfois, c'est pas tant la pièce que l'ensemble du lieu ou même le paysage qui semble en quelque sorte chargé. Et c'est pour ça que je trouve toujours intéressant de remonter loin dans le passé, mais aussi de regarder plus large, de chercher les lignes de tension invisibles, les couches enfouies d'histoire ou de mémoire. Parce que c'est souvent là que les choses prennent sens. À première vue, la Stone Tape Theory est une théorie paranormale de plus, une hypothèse étrange, marginale, qui cherche à expliquer l'inexplicable. Mais à bien y regarder, elle parle aussi de nous, de notre époque, et de notre besoin très humain de croire que rien ne se perd vraiment, que tout, même le plus douloureux, peut être conservé quelque part. Et depuis longtemps, les humains ont intuitivement considéré que les lieux pouvaient garder une trace du passé. On parle aujourd'hui de la Stone Tape Theory, mais dans de nombreuses cultures, ce sont simplement les murs, les sols, les objets qui sont dits chargés. En Asie, on fait venir des moines pour purifier une maison après un décès ou un événement tragique. Dans certaines traditions africaines, on ferme les pièces où quelque chose de violent s'est produit pour ne pas réveiller ce qui pourrait y dormir. En Europe, des pratiques de bénédiction ou d'exorcisme des lieux perdurent encore sans qu'on en connaisse l'origine. Et même les nettoyages énergétiques modernes, fumigation à la sauge, son de cloche, bol chantant, visent à réinitialiser un espace, comme si quelque chose y était inscrit et qu'il fallait l'effacer ou le libérer. Et cette idée, bien qu'issue de traditions spirituelles, résonne étrangement avec la Stone Tape Theory, comme si de manière symbolique ou énergétique, le lieu portait vraiment une mémoire. Et bien sûr, cette théorie, comme beaucoup dans le champ du paranormal, n'est pas sans critique. Les sceptiques objectent d'abord que aucune expérience en laboratoire n'a permis de démontrer que la pierre, le bois ou le métal peuvent stocker de l'information émotionnelle. Il précise aussi que les témoins peuvent être influencés par des biais cognitifs. Savoir qu'un lieu est hanté augmente la probabilité de ressentir quelque chose. Ceci dit, ce qui n'explique pas forcément lorsque la personne n'est pas au courant de ce qui s'est passé, puisque ça arrive souvent que des gens visitent des lieux et aient l'impression de ressentir une mémoire du lieu qui n'est confirmée qu'après. Et puis l'architecture elle-même peut induire un état d'hypervigilance. Couloirs épais, murs épais, échos sonores, lumière tamisée. Les phénomènes perçus pourraient être des hallucinations induites par l'environnement, par le stress ou par des micro-variations magnétiques. Certains enregistrements de PVE ont été corrélés à des hausses locales du champ électromagnétique. Et pourtant, malgré ces explications rationnelles, le phénomène ne disparaît pas. Il persiste, il revient, peut-être pas comme une preuve, mais comme une expérience vécue par les gens qui en parlent. Et là, on est clairement dans le fait que potentiellement, le réel peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Et que même si la matière ne pense pas, même si les pierres ne se souviennent pas, nous ressentons. Et parfois, ça suffit à déclencher quelque chose. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant aussi, c'est que la Stone Tape Theory naît dans les années 70. Et ça, en fait, c'est pas un hasard. C'est une époque où l'enregistrement devient une obsession culturelle. Les magnétophones deviennent domestiques, les cassettes permettent pour la première fois de capturer la voix, la musique, les souvenirs, la vidéo arrive, puis l'informatique personnelle. On entre dans un monde où le réel devient duplicable. Et c'est aussi le moment où la parapsychologie connaît un second souffle. On essaie de capter des voix de l'au-delà avec des appareils, on enregistre des lieux hantés, on tente de rendre mesurable ce qui ne l'était pas. Et la Stone Tape Theory s'inscrit dans ce climat. Et si la pierre, elle aussi, enregistrée,
Comme une cassette oubliée, elle pourrait rejouer un moment suspendu dans le temps. Et en un sens, cette théorie, c'est l'expression d'un imaginaire technologique. Elle nous parle à une époque où le magnétophone devient un modèle explicatif. Aujourd'hui, peut-être qu'on dirait que la pierre est une sorte de clé USB tellurique, et demain, peut-être qu'on dirait que c'est une intelligence artificielle quantique. Les modèles changent, mais le désir reste le même, comprendre l'étrange à travers les outils de notre époque. Et puis ça m'interpelle aussi sur un autre point. En fait, cette théorie, elle soulève une question assez vertigineuse, le fait que la mémoire pourrait ne pas être réservée aux êtres vivants. En fait, dans notre culture, on a tendance à penser que la mémoire, elle appartient au cerveau ou à la conscience. Mais certains phénomènes naturels nous montrent que la frontière entre vivant et non-vivant est parfois floue. Prenons les coraux, par exemple. Ça ressemble à de la pierre, c'est dur, c'est froid, c'est silencieux, et pourtant, ce sont des êtres vivants, des colonies animales, sensibles à la lumière, à la température, capables de réaction. Ou les virus, inertes hors d'un organisme, mais capables de se multiplier dès qu'ils trouvent un hôte. Pendant longtemps, les biologistes se sont demandé, sont-ils vivants ou non? Et selon la définition qu'on adopte, reproduction, métabolisme, réaction à un stimulus, la réponse change. Et il existe même des cas extrêmes, des cristaux qui grandissent, se répliquent, évoluent avec leur environnement. Et si certains critères du vivant se retrouvent dans la matière inerte, alors peut-être que cette matière peut aussi porter les traces du passé. Et là, on peut parler d'une sorte de confusion féconde, qui n'est pas vraiment un bug, mais en fait qui est peut-être une clé. La Stone Tape Theory ne repose pas seulement sur une idée étrange, mais sur une zone de flou, celle entre l'émotion et l'énergie, entre la matière et l'esprit, entre la sensation et la science. Et c'est là que l'imaginaire entre en scène, encore une fois. Depuis des siècles, les cultures humaines prêtent aux pierres des propriétés étonnantes. Mémoire de pierre dans les traditions chamaniques, oracle dans les pierres runiques, pouvoir des cristaux dans l'ésotérisme contemporain. Et même dans les œuvres plus modernes, cette idée revient, les gargouilles dont nous avons parlé plus tôt, les pierres qui parlent dans certains contes, ou encore des lieux sensibles dans les jeux vidéo qui enregistrent les événements émotionnellement les plus traumatiques. Nous en avons parlé de nombreuses fois, Control, Silent Hill, The Legend of Zelda, il y a des murs qui vibrent, qui parlent, qui retiennent dès que le joueur rentre en résonance avec le lieu. Et ce que ça nous invite à faire, c'est de regarder autrement, à pas chercher uniquement des entités conscientes ou des phénomènes spectaculaires, mais aussi des empreintes, des zones sensibles, des lieux traumatisés. Et ça me rappelle que parfois, ce qu'on perçoit comme un fantôme n'est en fait qu'une sorte de sillage, que derrière un lieu étrange, il y a peut-être un moment figé qui attend simplement d'être rejoué. Alors, pas pour nous hanter, mais pour nous parler d'un passé qui ne sait pas comment se taire. Voilà pour ce premier épisode de la saison 8, puisque oui, on commence la saison 8 de la carte du surnaturel. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis. On commence par un épisode très théorique qui va ouvrir la suite des sujets qu'on va continuer à aborder. Moi, comme d'habitude, ici et là, je vais vous mettre des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et je vous dis ciao!